Économie, le MAG sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. À la une aujourd'hui, l'Afrique et le défi de l'énergie. Un continent croissant, 5% par an, c'est toujours plus de besoins, de demandes. Quantité, qualité, quel est l'état de l'offre aujourd'hui? Un exemple, celui de l'Afrique du Sud, et un expert dans un instant avec nous, Jean-Joseph Boyot. Et puis gros plan aussi sur la venue en Israël de plusieurs centaines de professionnels indiens du tourisme. Objectif pour eux, découvrir les atouts d'un pays synonyme de spiritualité. Et pour Israël, doper un secteur mis à mal par 50 jours de conflit l'été dernier. Un marché d'1 milliard d'habitants et 15 millions de voyageurs par an. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le tour du monde avance là de l'actu économique à l'international. Et d'abord les images de l'arrivée ce jeudi de François Hollande aux Philippines. 48 heures de visite avec l'objectif de sceller une alliance sur le climat et les transitions énergétiques entre les pays dits développés et les pays émergents. Déplacement en compagnie de plusieurs figures de l'Hexagone, Nicolas Hulot, Marion Cotillard. Des accords économiques doivent être signés, l'extension notamment du métro de Manille, les énergies renouvelables ou l'eau également dans un pays où la croissance tourne autour de 7% ces dernières années. Et en France, justement, satisfaction au lendemain de l'annonce d'une légère baisse du chômage en janvier, moins 0,5%. Au lendemain aussi du délai accordé par Bruxelles pour ramener le déficit sous les 3%. Nouvelle échéance 2017, mais attention, en attendant, Paris a 3 mois pour dégager 4 milliards d'euros d'économies et donner des gages de confiance à la Commission qui se dit prête à recourir aux sanctions. Sachant que l'objectif de 3% n'est pas atteignable en 2015, il fallait prendre une nouvelle recommandation. Ce sera fait dans les jours qui viennent, avec une trajectoire de retour vers 3% à l'horizon 2017, soit un délai de 2 ans supplémentaires, qui va exiger des efforts importants de la part de la France. C'est très clair. Et je voudrais dire que nous n'avons exclu en aucun cas. Non loin de là, en Espagne, c'est la réponse au discours optimiste, nous vous le disions hier, du Premier ministre Rajoy sur la croissance et l'amélioration des perspectives économiques. Le leader, vous le voyez, du parti Podemos, la gauche radicale, Pablo Iglesias, a fustigé les politiques d'austérité appliquées par le gouvernement conservateur, dressant au passage un tableau noir de ces dernières années pour les Espagnols. La réalité de notre pays est un cauchemar. Les salaires sont en baisse. 2014 a été la pire année en destruction d'emplois depuis 1996. Mais nous ne pouvons pas être menacés. Nous sommes la 4e économie de la zone euro. Donc il est temps de rejeter ces modèles d'austérité qui nuisent au peuple tout en étant inefficaces. L'Ukraine à présent et ses mesures draconiennes adoptées hier par la Banque centrale à Kiev, une limitation des achats de devises étrangères par les banques pour tenter de stabiliser la monnaie locale. La hryvnia qui est en chute libre, moins 50% depuis le début de l'année, malgré les récentes annonces d'un renforcement de l'aide occidentale. Alors aucun achat de devises ne sera autorisé pour les clients jusqu'à demain vendredi et la mesure n'a pas plu au gouvernement qui dénonce un manque de concertation. De son côté, la gouverneure de la Banque centrale s'en prend à l'attitude irrationnelle selon elle des marchés. Il n'y a pas de raison fondamentale pour une telle chute de la hryvnia. Ni la banque, ni le gouvernement, ni le FMI n'en voient. Ces mouvements sont liés uniquement au comportement irrationnel des marchés. C'est bien plus la conséquence des craintes qu'une compréhension rationnelle des événements. Une Ukraine plus que jamais en crise, une récession de 7,5% l'an dernier et qui devrait recevoir 40 milliards de dollars d'aide internationale sur 4 ans. L'austérité, décidément, et cette fois en Afrique du Sud. Le ministre des Finances a présenté hier un budget de rigueur pour l'exercice 2015-2016. Hausse des impôts sur le revenu, c'est une première en 20 ans, et baisse des dépenses. Objectif évidemment, réduire le déficit à 2,6% du PIB contre 3,9% aujourd'hui. Stabiliser aussi la dette publique, la faire passer de 48% du PIB à 45%. Mission difficile à l'heure où la croissance ne devrait pas dépasser les 2% cette année. Nos performances de croissance restent faibles et des remboursements significatifs de dettes sont attendus. Le moment est venu de prendre en considération des mesures pour augmenter les recettes. Et puis au Moyen-Orient, le Liban est parvenu hier à lever 2,2 milliards de dollars en eurobonds. Une émission d'obligations d'État, uniquement des nouveaux titres, qui portaient au départ sur une valeur d'1 milliard. Mais l'appétit pour la dette libanaise a dépassé l'offre. Les titres ont été sursouscrits près de 5 fois. De quoi renforcer l'optimisme du gouvernement qui table pour cette année sur une croissance de 2,5%. En anticipant une croissance de 2,5% et des prix mondiaux du pétrole à 51 $ le baril, le ratio dette publique PIB pourrait descendre entre 129 et 133%, contre 135 l'an dernier.
Et cap maintenant sur l'Afrique. L'accès à l'énergie est bien l'un des défis de la décennie pour le continent qui affiche la plus forte croissance économique au monde. Un dynamisme qui ne profite pas encore à tous. Bois ou charbon, un Africain sur deux n'a pas accès à l'électricité et c'est un frein au développement. Avant d'en parler avec Jean-Joseph Boyau, illustration en Afrique du Sud, deuxième PIB d'Afrique. Là-bas, une part importante de la population se chauffe ou cuisine au charbon. Reportage. Les femmes âgées d'abord, les hommes ensuite. Chacun son tour, les habitants de Massakane, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, viennent chercher leur chargement hebdomadaire de charbon. 2 brouettes permettent à une famille de se chauffer et de cuisiner pendant une semaine. Chaque personne reçoit un ticket qui lui donne le droit à du charbon gratuit. Mais tous préféreraient avoir chez eux l'électricité produite à quelques centaines de mètres, à la centrale thermique de Douva. C'est incroyable. L'électricité est produite juste à côté. Mais nous, on l'a pas chez nous. Nous voulons vraiment avoir l'électricité. Nous en avons besoin. Nous avons des enfants qui vont à l'école. C'est très difficile de faire les devoirs à la bougie. L'Afrique du Sud a été le premier pays électrifié du continent en 1881. Depuis la fin de l'apartheid, plus de 6 millions de foyers ont été équipés. Mais le réseau mal entretenu, pas modernisé, sature en permanence et 15% des ménages n'ont toujours pas le courant. Dans ce lotissement informel, seuls les habitants les plus riches ont les moyens de se faire raccorder. Mais tous subissent la proximité avec la centrale à charbon. Quand je tousse, c'est noir, donc c'est le charbon. Je vais à l'hôpital parce que je tousse beaucoup, j'ai très mal à la poitrine. Le pays dépend à près de 90% du charbon pour produire son électricité. En hiver, la saison sèche, la poussière de coke couvre le sol, les murs, les tables à l'intérieur. Eskom, la compagnie nationale d'électricité, veut réduire les émissions polluantes à l'aide de nouvelles technologies propres, notamment dans les vieilles centrales. Mais le gouvernement n'a pas les fonds nécessaires pour l'instant. Le projet va coûter plus de 5 milliards d'euros. Ils nous ont donné la permission de retarder l'installation de certaines nouvelles technologies. Ils disent que ce sont des bonnes mesures, mais pour le moment, nous n'avons pas assez d'argent pour les mettre en place. Certains habitants de Massakane travaillent à la mine attenante à la centrale et portent alors des masques à gaz obligatoires. Mais de retour chez eux, l'électricité, c'est de la poussière dans les poumons et des lignes dans le ciel. On a encore beaucoup d'inégalités. Alors on va élargir cette problématique énergétique à l'ensemble du continent africain avec un expert en ligne avec nous. On retrouve Jean-Joseph Boyau depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du club du CEPI, spécialiste des grandes économies émergentes et de l'Afrique. D'abord, est-ce que l'accès à l'énergie, c'est une nécessité qui prend du temps, qui prend du retard à s'imposer comme une priorité en Afrique, pour parler globalement? Oh, c'est pas du retard, parce qu'au niveau où on en est aujourd'hui, c'est vraiment de la préhistoire. Quand vous avez comme ça plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas du tout accès à l'électricité, que dans les villes, vous avez 200 millions de personnes dans des bidonvilles sans véritablement accès à l'électricité, c'est la préhistoire. Il y a un vrai problème pour l'Afrique aujourd'hui. Quand on survole, comme je le fais souvent par rapport à la Chine, c'est tout noir, sans jeu de mots. Ouais. Donc il y a un vrai défi aujourd'hui pour le continent, bien sûr. Ouais. Et ces inégalités d'accès à l'électricité, est-ce que c'est un peu le symptôme finalement d'une croissance qui reste forte, on le sait en Afrique, mais qui n'est pas forcément équilibrée sur tout le continent, ni d'ailleurs à l'intérieur des États? Oui, tout à fait. Mais peut-être avant le problème d'inégalité, comme on a par exemple en Chine ou en Inde, où il y a des riches qui ont vraiment accès à l'électricité et les pauvres n'ont que des miettes, dans le cas de l'Afrique, c'est, je dirais, plus grave. C'est fondamentalement un problème de croissance, tout simplement. Il n'y a aucun investissement depuis 50 ans, quasiment, qui a été véritablement fait dans la génération, au sens large du terme, dans la distribution et dans le type d'urbanisation qui permettent d'avoir des équipements et des infrastructures. Donc, plus qu'un problème de répartition, c'est une question de croissance concentrée sur quelques pays, sur les ressources naturelles fondamentalement, et le reste du continent, pour l'instant, n'a pas décollé. On parle beaucoup de l'ébullition en Afrique, mais la croissance est concentrée très largement sur les ressources naturelles. Trop, bien sûr. Ouais, et en quelques mots, quand on parle d'énergie en Afrique, on parle aussi d'environnement, de développement durable, et on sait que l'énergie solaire hors réseau est en plein essor en Afrique. On parle de 250 millions d'Africains fournis de cette manière d'ici une quinzaine d'années. Vous comprenez cet élan ?
Oui, parce que moi-même, je reviens du Sénégal et à la frontière avec le Mali et le Niger. Et dans des tas de villages, j'ai été surpris d'une chose, c'est ces panneaux solaires, souvent made in China, qui sont la seule source d'électricité. Donc, on voit bien que l'Afrique pourrait, avec le solaire, ne serait-ce qu'avec le solaire, répondre à 60% de ses besoins. N'oubliez pas que dans le renouvelable, il y a bien sûr les ressources hydroélectriques. Merci beaucoup Jean-Joseph Boyau d'avoir répondu à nos questions. Allez, tout autre chose, on va revenir sur la visite cette semaine en Israël d'une délégation de tour opérateurs indiens, 600 professionnels, un signe de plus du rapprochement ces derniers mois entre les deux pays, économique, militaire, politique. L'enjeu est majeur pour Israël, 15 millions d'Indiens voyagent hors de leur pays chaque année. L'opération séduction a-t-elle fonctionné? Maël Ben Oliel était à Jérusalem et on regarde son reportage. Les Indiens à la découverte de la ville sainte. 600 professionnels du tourisme des plus influents en Inde sont arrivés cette semaine à Jérusalem pour participer à la Convention internationale du voyage. Un événement Made in India qui se tient pour la première fois en Israël. Organisée par la Fédération indienne des agents de voyage, elle regroupe plus de 20 000 agences de voyage dans le pays. Une rencontre largement soutenue par le ministère du Tourisme israélien. Il marque le début d'une coopération en matière de tourisme entre les deux pays. Chaque année, nous organisons dans un différent pays du globe cette convention. L'idée, c'est de promouvoir de nouvelles destinations pour nos agences de voyage qui pourront les proposer à leurs clients. Le pays hôte a, lui, l'opportunité de promouvoir ses produits touristiques. Un investissement a priori sans risque pour l'État hébreu qui a pris en charge le coût de cet événement. Nous espérons que les agents de voyage indiens commencent à proposer Israël comme destination et à convaincre leurs clients de venir. Nous étions là-bas, nous avons vu, c'est sans danger, c'est un pays extraordinaire, allez le visiter. Cela reste un processus qui prendra certainement encore quelques mois et nous sommes persuadés que nous aurons un retour sur l'investissement. Et c'est ici, au Palais des Congrès de Jérusalem, que ces professionnels du tourisme indien se retrouvent pour assister à des conférences et discuter affaires avec leurs homologues israéliens. Oui, nous discutons sur la possibilité de construire un pont, un itinéraire qui inclurait tous les avantages d'Israël, qu'ils soient culturels mais aussi spirituels. Les Indiens veulent en savoir plus sur la culture en Israël. Ils sont aussi très portés sur le spirituel et le mystique. Et en Israël, vous avez tout cela. Oui, il y a tellement à explorer en Terre Sainte. Nous travaillons d'habitude sur l'Europe et c'est la première fois que nous étudions des possibilités en Israël. Et c'est ce que nous sommes en train de discuter. Créer un programme spécial pour les Indiens qui veulent voyager en Israël en leur offrant la possibilité de ressentir la culture et l'esprit d'Israël. Avec plus d'1 milliard d'habitants et plus de 15 millions d'Indiens qui voyagent tous les ans, l'Inde est considérée comme l'un des nouveaux marchés porteurs du tourisme. Une véritable aubaine pour Israël et son économie. Un marché prometteur et un relais de croissance pour le secteur en Israël après une année 2014 difficile. C'est l'heure du Media Watch. L'évasion fiscale à la une de la revue de presse aujourd'hui. Hier, on parlait d'Apple. Aujourd'hui, c'est McDonald's qui est dans la tourmente. Bonjour, Joanna Citruc. Bonjour, David. Alors, scandale, 1 milliard d'euros détournés. Oui, c'est en tout cas le résultat du rapport réalisé par 3 fédérations syndicales internationales publié ce mercredi 25 février. Entre 2009 et 2013, McDonald's aurait fait perdre plus d'1 milliard d'euros de recettes fiscales aux États européens. Et le pays le plus pénalisé, eh bien, c'est la France. Entre 386 et 713 millions d'euros auraient échappé au fisc de l'Hexagone pendant cette période. Alors comment le géant de la restauration a-t-il fait? Comment s'y est-il pris? Eh bien tout simplement en faisant remonter plus de 3,7 milliards d'euros de recettes réalisées dans ces restaurants en Europe vers sa holding au Luxembourg au lieu d'être taxé donc à 29%. Et ces bénéfices ont été à moins de 6%. Ça représente donc seulement 16 millions d'euros sur 5 ans. Voilà, optimisation fiscale. On sait d'ailleurs si des poursuites vont être engagées? Alors pour ce qui est du volet judiciaire, David, la Commission européenne a réagi. Elle a expliqué que plusieurs enquêtes sur les pratiques fiscales au Luxembourg avaient été menées et les résultats doivent être révélés donc au 2e trimestre, donc a
priori dans peu de temps. Et notez également que la deuxième banque allemande, la Commerzbank, est elle aussi visée par une enquête judiciaire. Elle l'a révélé mardi. Là encore, il s'agit d'une affaire d'évasion fiscale de clients titulaires de comptes, encore une fois, au Luxembourg. Série en cours. Et d'ailleurs, c'est Google aussi qui pourrait payer 320 millions d'euros au fisc italien cette fois. Oui, c'est une information du journal Corriere della Sera, puisque Google est accusé d'optimisation fiscale. Autrement dit, le géant du web n'aurait pas déclaré tous ses revenus, seulement 52 millions d'euros au lieu de 800. L'objectif était évidemment de payer moins d'impôts, mais cet accord donc, de 320 millions d'euros conclu apparemment avec les autorités, eh bien, il est à prendre avec des pincettes puisqu'il a été démenti par une porte-parole de Google Italia. L'entreprise, elle, affirme qu'elle est toujours en discussion donc, avec le fisc italien. Donc, affaire à suivre. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.